Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ce nouveau webinaire d'Andiref et je suis heureuse de vous présenter Cécile Viré qui vient nous accompagner aujourd'hui sur la thématique Former pour inclure. Cécile, je vais te laisser te présenter. Bonjour, donc Cécile Viré, je suis éducatrice spécialisée de formation initiale. J'ai exercé pendant 12 ans à peu près en tant qu'éducatrice en IME, en foyer de vie, en foyer d'hébergement, enfin, bref, auprès de personnes en situation de handicap mental, quel que soit l'âge. Ensuite, j'ai préparé le diplôme d'état d'ingénierie du social, qui m'a permis de prendre un poste de coordination de formation pour des travailleurs des AT, poste que j'ai occupé pendant une bonne dizaine d'années. Et aujourd'hui, donc, je me suis lancée à mon compte en tant que consultante médico-sociale, essentiellement au niveau du handicap mental, et formatrice, aussi bien pour les professionnels salariés que pour les travailleurs handicapés. C'est ça. Alors, ESAT, je précise, établissement et services d'activité par le travail, qui a changé depuis cet été avec la nouvelle législation et qui est passé établissement et services d'accompagnement par le travail. Donc une vraie plus-value sur le regard de la formation pour les jeunes et moins jeunes en situation de handicap dans des structures, on va dire adaptées où on les accompagne à monter en compétences en fait, ton regard que tu vas nous apporter aujourd'hui. C'est ça, c'est essentiellement le regard que j'ai depuis 10 ans sur la montée en compétences des travailleurs des AT et, euh, et leur souhait pour certains d'intégrer le milieu ordinaire de travail et tout l'accompagnement de montée en compétences qui va avec. Ouais. Donc notre première question, la première chose clé qui est quel est le rôle clé dans la formation pour pouvoir inclure? Dans le sens où à qui va s'adresser ces formations? Là, tu parles des travailleurs, mais comment on les accompagne? Dans le sens où comment on va les accompagner à aller trouver des objectifs à cette formation? Pourquoi un focus compétences qui ne sont pas forcément des compétences métiers, mais des compétences transverses? Voilà, qu'est-ce que toi tu aurais sur ce rôle clé de formation aujourd'hui pour inclure, à nous dire? Alors, moi, ce que je propose, il y a plein d'autres choses qui peuvent être proposées, on est bien d'accord. Moi, effectivement, je me suis axée au niveau des travailleurs, des AT, essentiellement au niveau des compétences transversales. Pour deux raisons, c'est que les compétences métiers, ben, je ne les ai pas forcément, puisque je ne suis pas issue des métiers techniques qu'ils exercent. Donc, effectivement, je ne pense pas être la mieux placée pour travailler ce genre de choses et les aider à monter en compétences. Par contre, les compétences transversales sont pour moi aussi essentielles pour l'intégration, puisque le savoir-être, comprendre des rôles sociaux, les interactions avec les autres, enfin, comprendre et respecter le cadre d'une formation et d'un emploi ensuite. Toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont à travailler. La citoyenneté est aussi très importante. On le voit aujourd'hui avec la montée de la notion d'autodétermination, mais effectivement, c'est comment moi je suis acteur de ma vie, de mon projet, de ma montée en compétences et de mon emploi par la suite, quoi. Et ça rejoint la loi de 2005, du coup, complètement sur, l'inclusion dans l'autonomie complète des personnes en situation de handicap, sur l'inclusion, à des services, à des lieux, à de l'emploi et de ne pas faire de différence par le fait d'un besoin spécifique. C'est ça. Alors le besoin, il y a toujours un besoin spécifique. Maintenant, c'est comment on aide ces personnes à comprendre les attentes aussi du milieu dans lequel ils arrivent Ouais. pour s'y adapter au maximum. Et puis comment on travaille avec le milieu pour s'adapter aussi aux besoins de la personne. Ça va aussi dans les deux sens. Complètement. Et toi, quel est ton comment tu vois cet accompagnement à, heu, on sait que nous, quels sont les besoins qu'ils peuvent avoir pour rentrer en milieu ordinaire et avancer. Comment toi tu vois cet accompagnement à OK, moi tu souhaites aller sur ton projet de vie, travailler en milieu ordinaire, et quelles sont les étapes que tu vas lui proposer ou quels sont les l'accompagnement ou comment tu vas guider la personne pour qu'elle puisse comprendre et derrière, assimiler qu'il y a des objectifs à atteindre? Et ça va être très dépendant de chaque personne. Donc, il n'y a pas, j'ai pas une manière de faire. Ça va être vraiment adapté à chaque personne, à ses capacités de compréhension aussi et de monter en compétences.
Pour moi, la chose essentielle au démarrage, en tout cas, c'est que souvent, ils ont une idée, une image plus exactement du métier qu'ils souhaitent faire. Le milieu ordinaire, pour un certain nombre, est quelque chose de... c'est l'idéal. Il faut aller en milieu ordinaire parce qu'il faut faire comme tout le monde. Ok, mais qu'est-ce que c'est le milieu ordinaire? Qu'est-ce qu'on attend des salariés en milieu ordinaire? Quelles sont les exigences en termes de compétences, mais également en termes de travail en équipe, de communication, de respect des codes et des règles. Enfin, y a toutes ces choses-là qui sont avant même de les travailler, il faut qu'ils en prennent conscience en fait. Et là, c'est tout un travail éventuellement d'immersion, de journée découverte, oui, de mise en situation professionnelle et éventuellement pour ceux qui ont la capacité de le faire sur une plus grande durée. Mais vraiment commencer petit pas par petit pas de manière adaptée à chacun. Donc déjà, la première chose, ils prennent conscience de ce que c'est réellement le milieu ordinaire, de ce que c'est réellement le métier qu'ils envisagent, pour déjà qu'ils voient, nous, mais eux surtout, savoir si c'est vraiment ça qu'ils veulent et s'ils ont les capacités pour y arriver. Parce qu'il y a un moment, effectivement, malheureusement, où il n'y a pas forcément les capacités pour y arriver et c'est important qu'ils s'en rendent compte. Au-delà de ce que nous, on peut dire, c'est important qu'ils l'expérimentent, qu'ils le testent, mais en manière sécurisée, on va dire. Donc on a tout ce qui est, alors est-ce qu'on fait notre vocabulaire, les PMSMP, les périodes de stage, les immersions professionnelles. On a le Duodé qui est un outil, qu'on met en avant, au mois de novembre où, des personnes en situation de handicap viennent travailler sur une journée, pour découvrir un métier avec quelqu'un, on va dire de valide, qui n'a pas de besoin spécifique et qui va venir lui permettre de découvrir un métier. Tous ces outils-là, en fait, sont là pour accompagner le travailleur à se rendre compte de ce qui est attendu de lui et voir si on peut ou pas accéder à cet emploi par de la formation, par de l'accompagnement, par de la montée en compétences. Alors oui, effectivement, après, la phase d'après, ça va être, pour y accéder, ok, je peux y arriver, je pense que je peux y arriver, il y a quoi à travailler? Donc, Oui. il peut y avoir effectivement des compétences sociales, il peut y avoir des compétences techniques aussi, bien évidemment, mais il y a toute une palette de compétences qui peuvent être à travailler pour arriver à cet objectif, on va dire. Euh, et c'est tout ça, en fait, qu'il faut prendre, mais une par une, j'ai envie de dire. Parce que si on prend tout en même temps, on risque de les perdre et on risque de les mettre en échec. Et c'est un petit peu dommage. Donc l'idée, c'est vraiment de prendre les choses une par une. Par quoi on va commencer à travailler. En général, moi, je commence à travailler par les compétences sociales parce que c'est ce qui leur servira, même si ça ne leur sert pas au niveau professionnel, ça leur servira dans leur vie quotidienne, tout simplement, dans leur vie sociale, dans leur vie familiale, etc. Euh, voilà, il y a toutes ces étapes vraiment à prendre une par une et effectivement, ils veulent aller vite en général. On passe parfois pour des oui, mais tu veux me freiner? Non, je veux juste que ça se fasse et que ça se fasse bien et que tu puisses y arriver. Si on fait tout en même temps, s'il y a trop de choses à travailler en même temps, ça risque d'être compliqué. Donc, c'est vraiment important de le faire étape par étape et de respecter vraiment les réactions et les compétences au fur et à mesure qu'elles sont acquises pour savoir si on peut passer à l'étape suivante. C'est ça, vérifier l'assimilation de nouvelles compétences pour en acquérir de nouvelles quand on a la possibilité, si on a la possibilité de continuer par ces échelonnements-là. On est sur, voilà, c'est progressivement, même s'il y a du temps, on arrive à aider et à accompagner de quelle façon qualitative. Si on revient un petit peu sur l'aspect accès à la formation, toi, on a monté toutes les deux plusieurs formations pour des travailleurs en situation de handicap dans des ESAT. Le but, c'était de les emmener à travailler vers le milieu ordinaire quand on peut y accéder ou de leur faire prendre conscience que c'est pas possible à certains moments. Mais les obstacles à la formation, est-ce que toi, tu en as décelé? Alors, ça peut être des obstacles pardon, de lecture, ça peut être des obstacles de compréhension, de besoins particuliers. Est-ce que toi, tu as vu des choses et du coup détourné pour pouvoir adapter? Alors, des obstacles, il peut y en avoir plein.
Le premier, ça va être de leur faire prendre conscience qu'ils peuvent apprendre des choses. Parce que pour beaucoup, on m'a mis là, voilà, je fais mon petit boulot. Oui, j'aimerais bien aller travailler ailleurs ou changer d'activité ou aller en milieu ordinaire. Mais voilà, je suis handicapée, donc il y en a certains qui ont du mal à imaginer qu'ils peuvent apprendre quelque chose et monter en compétences et vraiment acquérir des nouvelles compétences professionnelles en fait. Donc il y a tout ce premier travail pour certains. Pour d'autres, c'est déjà acquis et on le voit avec les nouveaux publics. Les plus anciens, souvent, ont plus le réflexe de ce que je viens de dire. Les nouveaux sont passés par l'école en milieu ordinaire, donc ils ont plus d'envie, on va dire, vis-à-vis du milieu ordinaire. Après, au niveau des freins, effectivement, il peut y avoir la capacité à rester assis, tout simplement, et autour d'une table. La capacité à échanger avec les autres de manière constructive et pas juste j'aime, j'aime pas, ça me plaît pas, ou ça me plaît, ou c'est super. Enfin voilà, c'est vraiment des choses constructives. Il y a la capacité à comprendre les apports, donc pour le formateur à les adapter. Et ça, c'est valable pour chaque personne, c'est même pas pour chaque formation, c'est pour chaque personne qui y participe. Donc, il y a tout ce travail d'adaptation du contenu et de la manière dont on va le faire passer. Alors, effectivement, il peut y avoir des difficultés de lecture, des difficultés visuelles pour d'autres, des difficultés juste de compréhension du sens. Donc, c'est tout un travail de préparation avec des images. L'écriture en facile à lire et à comprendre est déjà une étape assez intéressante puisque ça reprend des mots simples, des phrases courtes. Donc, ça permet déjà à une majorité, on va dire, d'avoir accès à la compréhension. Après, pour certains, il faut adapter davantage. Il peut y avoir besoin également d'adapter le rythme de la formation. Des journées complètes en formation peuvent être beaucoup trop longues pour certains en termes d'attention, de concentration. Il peut y avoir besoin d'adapter le lieu parce que pour certains, la formation au sein de l'établissement est envisagée par eux. Mais par contre, à l'extérieur, ça peut être compliqué parce que échec passé, parce que difficultés dans le passé vis-à-vis de l'école. Et la formation, pour certains, ça renvoie à la notion scolaire et à des difficultés pour la grande majorité. Donc, il y a aussi besoin régulièrement de réassurer par rapport à ça et de bien distinguer l'école et ce qu'ils ont vécu par le passé et ce que nous, on va leur proposer. Oui, complètement. Complètement. La notion scolaire, elle est importante que tu la mettes en avant parce que, mais ça, ce soit pour tout le monde en formation, qu'on soit avec une déficience intellectuelle ou en situation de handicap simple ou sans déficience, sans handicap, on a tous je me remets en formation, je me remets autour d'une tâche, je me remets en situation d'apprentissage, je vais me re-questionner, je vais réapprendre et ça va être pour moi du descendant. Et c'est ça qu'il faut casser et surtout avec des publics si particuliers qu'on accompagne, c'est de se dire, on va casser ce côté descendant, ce côté routinier et ce côté scolaire. Comme tu dis, bah, les journées complètes, ça fonctionne pas, bah, ça va être des créneaux de 2 heures et toutes les 20 minutes, c'est changer d'activité, changer de façon de travailler pour que ça ancre autrement, pour qu'il y ait une compréhension, pour que nous, on puisse valider des compétences, des choses comme ça et retravailler de façon adaptée. Et ça permet du coup aussi de se projeter vers un besoin d'accompagnement, d'un besoin d'aménagement où on se rend compte des besoins spécifiques, simples, modérés ou complexes, peu importe, mais des besoins spécifiques et en fait, même nous, si on se remet en situation, d'apprentissage, on aura un besoin d'adaptation, on aura besoin d'un temps, pour comprendre ce qu'on attend de nous, des choses comme ça. Donc c'est aussi se remettre de façon simple dans une posture de OK, je me questionne, j'apprends quelque chose en vue d'un objectif. Et là, aujourd'hui, pour le public sortant des AT pour aller vers le milieu ordinaire, l'objectif, c'est d'être dit comme tout le monde, hein, ils le disent comme ça, et comme tu l'as dit, on veut avoir cette image
de personne idéale, de monsieur, madame, tout le monde, avec un besoin particulier et on peut le devenir, mais ça demande, une adaptation, ça demande un accompagnement. Donc tu parlais d'autodétermination et c'est vrai qu'aujourd'hui, on la met de plus en plus en avant, que ce soit dans l'accompagnement, dans les soins, dans la prise en charge, dans la formation. C'est vraiment un élément clé pour émanciper, au fait, un travailleur, qui viendrait, derrière avec, des besoins et c'est cette autodétermination qui va nous porter aujourd'hui en formation pour inclure la personne, savoir ses besoins, son envie et qu'elle vienne bien valider ce qu'on fait avec elle. Oui, puis quel est le point de départ, même avant qu'elle arrive en formation, c'est est-ce qu'elle a choisi cette formation? Exactement. Comment cette formation a été décidée en fait? Est-ce que c'est sa demande déjà? Ou est-ce que ça lui a été proposé? Ou est-ce que ça lui a été imposé? Et là, on a trois typologies d'apprenants en face de nous qui ont des réactions totalement différentes avec les mêmes capacités, mais la manière dont c'est amené et la manière dont ils s'investissent dedans va être totalement différente en fait en fonction de l'origine de l'inscription. Mmh. Oui, complètement. Complètement, complètement. On a un autre sujet aussi qui est, sur les structures, médico-sociales. La montée en compétences, ça fait partie de la nouvelle législation, qui est parue en août 2025 sur les enjeux, pour, aider le public des AT à sortir de ces structures-là dans le but de, justement, de s'inclure et je dis pas d'intégrer une entreprise, mais de s'inclure. C'est vraiment, être capable de vivre en société, de travailler, même si on a besoin d'aménagement, des choses comme ça. Comment toi tu vois cet accompagnement aujourd'hui qui, avec le regard, où toi tu amènes aujourd'hui un regard extérieur aux structures médico-sociales que tu accompagnes, comment tu verrais cet accompagnement-là aujourd'hui? Alors déjà, avant même de parler d'accompagnement, il y a énormément de choses qui se font dans les ESAT. Il y a énormément d'initiatives qui se mettent en place depuis plusieurs années, qui n'ont pas attendu le décret du mois d'août pour mettre en place des choses un peu innovantes à l'origine, puisque tant que ce n'est pas dans le texte de loi, on reste dans l'innovation et dans l'expérimentation. Mais voilà, il y a déjà plein de choses qui se font et il est important de pouvoir s'appuyer aussi dessus parce que ce sont des expériences pour lesquelles il y a du recul. On voit les résultats qui sont à réajuster ou pas, mais au moins on a une base de travail qui permet de ne pas partir de zéro. Donc c'est vrai que chaque établissement, avant même de proposer quelque chose, pour moi, il est essentiel vraiment de comprendre où ils en sont, ce qu'ils ont fait jusque-là, quel résultat ça a donné, pour pouvoir repartir vraiment de leurs besoins spécifiques. Ensuite, une fois que ce besoin est vraiment bien compris, et la clé, elle est là en fait, elle est vraiment sur la compréhension Mmh. du besoin de l'établissement et j'allais dire presque de chaque travailleur, puisque tout ça peut varier d'un établissement à un autre et d'une personne à un autre. Ensuite, effectivement, pour moi, il est essentiel aussi de connaître au sein de l'établissement les ressources qu'il y a Mmh. en termes de salariés, en termes de travailleurs handicapés, parce que certains ont aussi des ressources pour nous guider, pour nous aider, pour monter des choses et pour les faire évoluer. Donc ça c'est aussi un point essentiel, c'est de s'appuyer sur les ressources et les bonnes volontés qu'il y a. Des idées, il y en a plein. Il y a énormément de professionnels qui ont envie de faire bouger les choses et d'aller dans le sens de l'intégration. Et c'est aussi les mettre en valeur que de compter sur eux et de compter avec eux. Mmh mh. Et ensuite, pour moi, c'est un travail de concertation avec l'ensemble des acteurs concernés et qui ont envie de mettre la main à la pâte, j'ai envie de dire, Complètement. euh, pour pouvoir co-construire quelque chose qui leur ressemble. Et effectivement, moi là, mon rôle, ça va être d'amener un regard extérieur avec mon expérience, avec tout ce que j'ai pu voir jusque-là. Mais c'est pas de faire à leur place, c'est vraiment de co-construire avec eux et de les aider à formaliser les choses, à les mettre en œuvre et éventuellement, dans un deuxième temps, à réajuster en fonction des résultats. Oui, complètement.
Ouais, ouais, c'est vraiment dans la co-construction et c'est aussi en lien avec les projets d'établissement, que ces Mmh. associations-là mettent en place parce qu'on n'a pas tous la même vocation en tant que structure. Donc là, Mmh. ces structures, des AT, il y a des ESAT, on va dire plus traditionnels avec des ateliers. Il y en a d'autres avec hors mur avec, la mise à disposition qui est directement en situation de travail, où là, il faut déjà des compétences travaillées en ISAT plus traditionnelles. Et puis ça dépend, comme tu dis, des publics. On voit que la nouvelle génération a déjà envie, d'aller, vers quelque chose on va dire d'universel. Ça, c'est les réseaux sociaux, c'est aussi, la vie d'aujourd'hui, donc ça emmène vers des stimulations différentes et oui, comme tu dis, les ESAT ne se sont pas ont pas attendu la structuration du décret pour mettre en place plein d'initiatives. Il y avait des ateliers, il y avait, des accès de formation, il y avait, de la préparation à l'entretien d'embauche, des préparations à la posture professionnelle, tout ça qui était mis en place. Il y en a plein d'autres qu'on pourrait citer et c'est vrai que c'est quelque chose qui, voilà, qui est déjà dans l'innovation et la formation vient juste valider que chaque travailleur a des droits, de formation et qu'il peut les utiliser. Est-ce que toi vas-y, vas-y. Pardon. Non, non, j'allais dire, c'est tout à fait ça. Et c'est vrai que les budgets aussi, parce qu'on Oui. ne l'a pas évoqué, mais effectivement, pour un certain nombre d'établissements, il y a le frein du budget formation. Il y a aussi plusieurs leviers qui sont mobilisables, on va dire, sur la cotisation, sur des crédits qui sont ciblés sur des actions prioritaires et qui donc peuvent être mobilisés en plus du plan de développement des compétences. Enfin, il y a énormément de choses qui sont mobilisables et faisables. Et là aussi, c'est dans le conseil aux établissements qu'on peut optimiser le financement qui peut être mis à disposition pour ce type d'action, en fait. Oui, parce qu'il y a les OPCO, donc qui sont là pour faire du financé. Il y a des choses en interne qu'on peut faire avec, peu de moyens pour des choses des fois très intéressantes et puis oui, il y a des subventions, des choses comme ça à aller chercher pour, accompagner une formation plus adaptée s'il y avait des besoins. Complètement. Et puis même au sein des OPCO, il y a des cotisations du plan de développement des compétences, mais il y a également des financements complémentaires qui Mmh. sont appelés priorités nationales, qui peuvent venir en complément et quasiment doubler en fait le budget d'origine. Donc ça peut être très très intéressant Oui, oui. à mobiliser. Donc ça, c'est plutôt des leviers qui viendraient, accompagner pour inclure derrière, tous nos travailleurs, avec, ces besoins. Hem, sur la partie, j'ai envie de dire, inclusion en entreprise, ça permet aussi d'avoir un changement de regard. On le voit avec, par exemple, les CFA, les centres de formation par l'apprentissage, où on a énormément aussi de jeunes qui, sont reconnus avec une situation de handicap, qui, ont des besoins spécifiques, mais arrivent à suivre un parcours plus traditionnel et n'ont pas besoin d'être en IME ou en DAM, ça dépend, en structure, d'accompagnement et qui ont, un besoin d'accompagnement à la scolarité, en français, en maths, des choses, assez simples avec un enseignant spécialisé et sur la partie professionnelle où on va venir peut-être plus reformuler des choses comme ça. Est-ce que toi, tu as un retour, d'usagers qui auraient pu suivre des formations ou même des connaissances, où tu pourrais dire: «Bah, voilà, on met en lumière comme ça des parcours, d'apprentissage différents»? Alors moi, j'ai enfin, accompagné indirectement, on va dire que j'ai œuvré pour que 3 travailleurs d'ESAT puissent réaliser un titre professionnel d'ouvrier du paysage. Ouais. Donc dans un CFA intégré aux autres, en fait, tout simplement. Alors, par contre, il y a eu énormément de travail en amont Ouais. de la part de l'établissement en lien avec le CFA. Alors, c'est moi qui ai fait le lien au démarrage, mais pour comprendre les besoins de la personne, vraiment que le CFA soit au courant des spécificités, des besoins. Et il y a eu des choses de mise en place, de liens entre le CFA et l'établissement tout au long de la formation, en fait, pour que chaque difficulté puisse être prise par les AT au fur et à mesure. Enfin, vraiment, il y a eu un réel travail de partenariat qui a été très, très riche puisqu'ils ont obtenu leur certification.
Donc, enfin, voilà. Quand on met les moyens, j'ai envie de dire, ça peut fonctionner. Alors, ça fonctionnera pas avec tous les travailleurs parce qu'ils n'en sont pas tous capables, tout simplement. Mais pour ceux qui en sont capables, euh, réellement, la coopération et la communication sont les clés. Vraiment, parce qu'il y a une réelle méconnaissance dans un sens et de l'autre, on va dire. Les ESAT pensent que jamais les travailleurs pourront y arriver parce que c'est pas adapté, enfin pas suffisamment. Mm, mm. Et les CFA n'ont pas forcément idée des besoins des publics d'ESAT pour pouvoir intégrer leur formation. Donc la co-construction est vraiment essentielle et oui, ça peut fonctionner. Oui, et puis quand tu dis co-construction, c'est pas forcément réécrire un alors je vais partir dans quelque chose de très imagé, mais j'ai un manuel scolaire et je vais le transcrire en braille, c'est pas là-dessus. On n'est pas sur quelque chose qui va demander énormément de travail. Ça peut être de la reformulation, comme tu dis, c'est faire le lien avec une structure extérieure pour justement la structure puisse faire des rappels, puisse réexpliquer, puisse réancrer autrement. C'est aussi, quand tu dis la co-construction, c'est, qu'on soit plusieurs autour de la table pour faire des bilans réguliers. C'est du temps humain. Alors oui, le temps humain est compté, mais ce temps humain est nécessaire pour justement inclure et c'est, parfois trouver des petits outils. Tu parlais de facile à lire, à comprendre tout à l'heure et ben, c'est peut-être se dire, quand je fais une fiche, résumée et ben, pour ces 3 usagers-là et ben, j'aurais fait une fiche en FALC, hein, donc facile à lire, à comprendre, où j'aurais mis des dessins, j'aurais réutilisé des pictos, j'aurais fait des photos de ce qu'on a fait pour pouvoir, imprégner l'usager, lui donner de la communication. On peut être sur des choses très simples et pas refaire un diaporama complet, en fait. Non, mais enfin, je vais même plus loin, c'est qu'en fait, les mêmes fiches peuvent être données à tout le monde. Si elles sont adaptées pour les travailleurs des AT, en fait, on peut très bien les donner aux autres. Du moment que c'est pas fait de manière très enfantine et très, oui, infantilisante, en fait, ça sert à tout le monde. Parce que dans les CFA, il n'y a pas que des gens sont très à l'aise à l'école, qui ont une compréhension exceptionnelle. Et parfois, l'adaptation qui est faite pour les travailleurs des AT sert à d'autres. Et c'est ça qui est super intéressant, c'est que du coup, ça fait bouger les lignes pour tout le monde. Exactement, c'est exactement ça, c'est se rendre compte que ce travail d'intégration, d'inclusion et de reformulation qu'on va faire, eh ben, on est là pour l'offrir derrière, pas qu'à ces travailleurs-là, mais l'offrir à l'ensemble des personnes parce que ben, on ne sait pas comment on mémorise, on ne sait pas comment on va ancrer l'information. Une journée de 7 heures de formation, on va retenir que 20% grand maximum de ce qu'on va avoir vu dans la journée. Sur ces 20%, si on a un petit document schématique, simple, qui nous rappelle ce qu'on a vu dans la journée, on va réintégrer les notions. Donc voilà, ces outils-là seront nécessaires pour que les travailleurs puissent les réapproprier. Et même les supports de formation qui sont projetés en cours, en fait, ne serait-ce que de mettre une image à côté de ce qui est écrit, peut permettre de mieux comprendre à tout le monde. Oui. Donc c'est vraiment ça. Après la richesse, et effectivement, on se rend compte que après les interactions, elles vont, une fois que les travailleurs des AT sont à l'aise, on va dire, et se sentent acceptés et comme tout le monde, justement parce qu'il n'y a rien de spécifique pour eux, Mm. ils arrivent plus facilement à aller vers les autres, à échanger. Oui, donc on est sur une culture inclusive et pas une Mm. culture d'intégration. On est dans l'inclusion, on va s'adapter, on va, comme tu dis, co-créer, co-construire des choses, des outils qui vont nous servir à tous et qui vont pouvoir être utilisés de façon concrète derrière. Tout à On fait. est là-dessus, complètement. On va avoir bientôt terminé ce webinaire. Je voulais voir avec toi si tu avais 2 ou 3 points clés, qui te viendraient à l'idée là avec, ce qu'on vient d'évoquer, des choses qui seraient importantes à avoir en tête pour, en amont d'une formation qu'un TH, hein, donc un travailleur handicapé, puisse, qu'on soit sûr qu'il ait envie, d'intégrer une formation, qu'on soit sûr qu'il ait ce besoin. Est-ce que toi, tu aurais des petits, conseils à nous donner? Pour moi, la chose première, et ça va avec le décret du mois d'août dernier, c'est vraiment que le travailleur soit acteur et co-constructeur de son projet.
Et donc que tout ça soit discuté avec lui en amont. Mmh. Vraiment qu'il soit le premier demandeur, c'est l'idéal, mais même si on lui propose, que ça puisse être discuté avec lui, qu'il puisse énoncer ses craintes, ses doutes, et ses envies aussi, mais qu'on puisse partir vraiment de là où il en est par rapport à ce projet-là. Mmh. Ça, c'est pour moi la première chose. Déjà, et que j'ai envie de dire, dans les ESAT, la formation soit vraiment vue comme un outil. J'ai vu beaucoup de travailleurs qui n'osaient pas demander des formations parce qu'ils pensaient que c'était pas pour eux, tout simplement. Si les choses sont évoquées à chaque projet, au quotidien, dans les ateliers, ça donne envie. Donc, il y a une clé qui est là aussi, c'est vraiment que ça imprègne la culture des établissements. Tu parlais tout à l'heure des projets d'établissement, mais voilà, que toute cette dynamique soit vraiment portée par l'établissement en lui-même. Mmh. Et puis la clé principale, c'est vraiment la communication et l'échange entre les différents acteurs, la personne, les AT, le centre de formation ou le formateur quand c'est des organismes de formation. Mais voilà, cette triangulation d'échange est essentielle Mmh. pour que les choses portent leurs fruits et que l'intégration puisse être réalisée et la montée en compétences soit pérenne, en fait. Tout à fait, je suis complètement d'accord avec toi et une fois qu'on s'est assuré de tous ces points, qu'on s'est assuré que le travailleur était, OK et qu'il était en accord avec cet apprentissage, qu'on a accompagné, qu'on a réfléchi, avec ce nouveau décret, ils ont le droit d'utiliser leur CPF au sein, de leur formation professionnelle ou non professionnelle, hein, de façon aussi, j'ai envie de dire soft skills, les compétences sociales, les choses comme ça. Faut avoir en tête que le CPF aujourd'hui, pour les travailleurs en situation de handicap, à partir du moment où on a un niveau inférieur au CAP ou que l'on soit, avec une RQTH, donc la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, le CPF n'est pas le même il est majoré. Donc il n'est pas de 500 € par an, il est de 800 € et il peut, être plafonné à 8 000 € et du coup proposer des formations avec des besoins spécifiques. Et ça, c'est un outil aussi qu'il faut avoir en tête, que ce soit pour les ESAT, mais que les entreprises, quand elles ont des nouveaux salariés qui sont en situation de handicap, qui arriveraient d'ESAT, d'entreprises adaptées, de milieux professionnels, qui viennent du médico-social, et ben, faut pas oublier de se saisir de cet outil-là qui est nécessaire. Et en général, les OPCO peuvent abonder. Mmh, Quand le CPF ne suffit pas, les OPCO complètent quand il y a un vrai projet d'intégration en milieu ordinaire. Donc c'est ça. ça peut être vraiment très, très intéressant et un bon levier également, effectivement. Donc les OPCO, mon compte formation et puis toujours regarder l'autodétermination au travers, du besoin de formation, pour le prisme de l'usager derrière. Oui, tout à fait. C'est la base. C'est la base d'accompagnement, exactement. Merci Cécile pour ce webinaire. Je vous dis à Et bientôt dans un Sophie. prochain webinaire et puis, à bientôt sur En Direct sur LinkedIn et Instagram.